Le Conseil national de la jeunesse réaffirme son soutien aux actions de refondation entamées et réitère son engagement à accompagner la marche souveraine du Mali. Les jeunes du Mali présentaient leurs vœux au président de la transition. Le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour une jeunesse bien formée, mise au service de la nation. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour permettre aux musulmans et chrétiens de passer un bon mois de Ramadan et de Carême. Les marchés sont bien achalandés et les prix sont abordables. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a visité ce matin quelques magasins. Dans la même optique, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remis aujourd'hui une importante quantité de vivres aux confessions religieuses. La donation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Les bénéficiaires ont fait des prières et vœux pour la stabilité du Mali. Des magasins réduits en cendres, des boutiques calcinées, tout est presque parti en fumée. C'est le spectacle désolant qu'ont vécu les occupants du marché de Médine, appelé Sougouninkura. Un incendie a tout ravagé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Des membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts et apporter la solidarité du gouvernement. Dans la chronique santé, nous parlerons de la maladie de Thévenard. Il s'agit d'une neuropathie héréditaire rare du système nerveux. Parmi ces signes, on note la sécheresse de la peau, l'apparition de plaies au niveau des pieds et les mains. Aucun traitement curatif n'existe. La prise en charge est préventive. Vous servir est un réel plaisir. Très heureuse de vous retrouver dans la grande édition de ORTM 1. Bonsoir et bienvenue à vous. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce matin les vœux du Conseil national de la jeunesse. Le CNJ qui réaffirme son soutien aux actions de refondation entamées et réitère son engagement à accompagner la marche souveraine du Mali. Une lutte qui interpelle tous les citoyens. En réponse, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rappelé les programmes phares du gouvernement à la faveur de la jeunesse et sa détermination à œuvrer pour une jeunesse bien formée, mise au service de la nation avec la conviction que cette jeunesse reste la boussole de tout développement. Sira Bachili nous fait le point. Monsieur le Président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême de la jeunesse. Un attribut en plébiscite, mais cette fois-ci hors hémicycle. La jeunesse malienne unie dans la diversité notifie son adhésion aux idéaux d'un des leurs. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, c'est une première au palais présidentiel de Koulouba. Le Conseil national de la jeunesse présente ses vœux au chef de l'État. Une adresse qui est celle d'appréciation de la lancée du Mali à asseoir sa pleine souveraineté sans ingérence extérieure avec la refondation amorcée et qui se solidifie sur des programmes spécifiques. Nous, jeunesse malienne, vous exprimons notre profond respect et nos vœux de renouveau, de résilience et de véritable renaissance nationale pour cette nouvelle année 2026. Excellence, Monsieur le Président, nous réaffirmons notre gratitude pour le non ferme et digne que vous avez exprimé au nom du peuple malien. Vous avez dit non à la division du Mali. Vous avez dit non au dictat colonialiste et néocolonialiste. Vous avez dit non à la corruption. Vous avez dit non à la trahison. Vous avez dit non aux sanctions illégales, illégitimes et criminelles imposées au peuple malien. Ces refus ont donné la dignité, la fierté au peuple malien et l'espoir à toute la nation. Pour nous, ce non est aussi le pendant d'un oui, à travers lequel vous avez donné un espoir de prospérité à la jeunesse africaine en général et à celle du Mali en particulier. Dans l'optique d'apporter sa pierre à l'édifice national, le CNJ a mené des actions visant à épauler les autorités face à certains défis. Ce cadre solennel de présentation de vœux au chef de l'État est le moment opportun pour le Conseil national de la jeunesse de dresser le bilan de ses activités. La formation des 835 présidents locaux et régionaux du Conseil national de la jeunesse du Mali, la mobilisation de la jeunesse lors des événements nationaux ou des rencontres
La mobilisation de la jeunesse de la diaspora sur des questions relatives à enjeux nationaux et internationaux impactant la vie de la nation. L'accompagnement de l'année 2025, vous avez décrété année de la culture. La mobilisation de plus de 1400 jeunes dans l'opération Andioro comme relais essentiel entre l'État et les populations dans la gestion de la crise du carburant. Un récapitulatif qui rassure donc quant au dévouement de la jeunesse à accompagner la marche du Mali souverain. Le président de la transition dit noter avec satisfaction le dévouement pour la cause de la patrie. Une jeunesse sur la voie de la lutte contre la corruption, l'injustice et l'ingérence extérieure et qui a le Mali à cœur. Votre mobilisation sur le terrain et votre constance dans l'action témoignent d'une jeunesse debout, responsable et résolument tournée vers l'avenir. Le nom que vous avez évoqué est l'expression d'un choix collectif, celui d'un peuple souverain, porté et défendu par sa jeunesse. Ce refus de la division, de la corruption, de l'injustice et de toute forme de domination extérieure est, comme vous l'avez rappelé, un oui à l'action, au progrès et à la dignité retrouvée. Sur ce chemin, la nation fonde son espérance sur vous. La relève ne se décrète pas, elle se prépare. Propos du président Goïta qui poursuit que l'État est dans la logique de concrétisation de projets probants pour la jeunesse. L'accent est mis en premier lieu sur l'éducation. Nous avons renforcé l'éducation aux valeurs à travers le programme national d'éducation aux valeurs afin de former des citoyens responsables, respectueux des symboles de la République et attachés au vivre ensemble. Nous avons relancé et consolidé le service national des jeunes pour forger le sens du devoir, la discipline et l'esprit de service. Nous avons engagé des investissements structurants pour améliorer durablement les conditions d'apprentissage, réhabiliter les salles de classe, construire et moderniser des établissements, renforcer l'enseignement technique et professionnel et accompagner la digitalisation du système éducatif pour simplifier la vie scolaire et universitaire. Dans la même logique, des efforts sont consentis pour offrir à la jeunesse des espaces d'épanouissement à travers la réhabilitation d'infrastructures sportives, la promotion d'un sport qui rassemble élèves et discipline. Enfin, nous poursuivons le soutien à l'insertion et à l'entrepreneuriat en mobilisant des mécanismes de financement et d'accompagnement afin que l'initiative, le travail et le mérite ouvrent davantage de portes à notre jeunesse. C'est précisément dans cette vision d'avenir et dans la continuité de l'élan de la culture qui a réveillé notre fierté et raffermé notre cohésion que j'ai décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. Un chantier prioritaire de la nation selon le chef de l'État pour former les citoyens nouveaux pour un Mali apte à faire face aux défis du moment et sur la voie du renouveau. Assurance est donnée aux jeunes pour la prise en compte de leurs préoccupations. Doléances d'opérationnalisation d'un fonds spécial et d'un cadre institutionnel. Des impératifs selon le chef de l'État pour renforcer la capacité dans la construction nationale. J'ai également pris bonne note de vos préoccupations, notamment celles relatives à l'opérationnalisation du fonds spécial du CNJ Mali et la nécessité de doter la jeunesse d'un cadre institutionnel mieux adapté. Ces aspirations sont légitimes car elles renforcent la capacité d'action de la jeunesse dans la construction nationale. Elles seront examinées avec la plus grande attention dans le respect des principes de bonne gouvernance car investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir du Mali. Chers jeunes, je vous invite
à préserver et à amplifier l'élan patriotique que vous avez amorcé. Le Malikoura a besoin de votre énergie, de votre rigueur, de votre réactivité et de votre sens du devoir. Vous devez être des porte-flambeaux, non dans l'agitation, mais dans l'exemple, la discipline et le service. Dites-vous que la réussite de la transition passe par celle de la jeunesse et que la réussite de la jeunesse se construira dans l'union ou ne se construira pas. Une jeunesse appelée donc à faire front contre les menaces actuelles qui ne se limitent pas aux attaques armées. Elles prennent aussi la forme de manipulation, de rumeurs et de campagnes de désinformation destinées à affaiblir notre morale collective et à fracturer notre société. Face à cette guerre de perception, je vous appelle à être des sentinelles de la vérité, des bâtisseurs de cohésion et des artisans de paix. Le chef de l'État a bouclé son intervention par la mention spéciale accordée à l'action gouvernementale à travers les départements en charge de la jeunesse, de la réconciliation, de l'emploi et de la formation professionnelle, des efforts en matière d'insertion et d'autonomisation des jeunes, des conditions indispensables pour une participation au développement national. Gardez le cap, croyez en notre pays. Faites de 2026 une année de consolidation des acquis, de résultats concrets et de confiance renouvelée. Le mois de Ramadan et du Carême approche à grands pas. Dans le souci de permettre aux fidèles de passer un bon mois, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a visité cet après-midi quelques grands magasins de la capitale. Constat, le marché est bien approvisionné et les prix sont stables. Le chef du gouvernement a salué le sacrifice des opérateurs économiques et a insisté sur le respect strict des prix fixés par le gouvernement. Les contrevenants s'exposeront à de lourdes sanctions, dit-il. Le reportage de nos confrères de la primature, Mamari Kone et Ali Outouri. C'est pour s'assurer de la disponibilité et de l'accessibilité des produits de première nécessité, sucre, riz, huile et autres, que le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné par le ministre de l'Industrie et du Commerce et du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, a visité certains magasins de stockage. Première étape de cette visite de terrain, la société Mamadou Diarra S.A. Ici, les produits sont disponibles en grande quantité. Il s'agit de 15 000 tonnes de sucre et de 45 000 tonnes de riz. Oui, on est prêt. Depuis il y a un mois, on a commencé la préparatif. Comme dans ces 2 jours, le Ramadan va se passer. Donc, au niveau de stock, on n'a pas d'inquiétude. On a des magasins dans d'autres localités. Je pense qu'on est prêt. Aux établissements Gakoui et Frères, le Premier ministre a pu constater une grande quantité de riz, de sucre et d'huile à des prix accessibles. Les établissements Gakoui et Frères sont toujours engagés et mobilisés pour la cause nationale de manière générale et pour la cause alimentaire de manière plus spécifique. Depuis un certain temps, en tandem avec les autorités, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce, plus singulièrement de la Direction générale du commerce et de la concurrence, nous sommes à pied d'œuvre afin d'approvisionner suffisamment en céréales pour un mois de Ramadan en faveur des fidèles. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, c'est fait. Le dispositif que vous avez ici est un dispositif comprenant plus de 30 000 tonnes, dont plus de 20 000 pour le riz, plus de 5 000 pour le sucre local et importé, et plus de 100 000 bidons. Outre ces quantités, d'autres quantités sont en cours et d'autres sont également positionnées à l'intérieur du pays, pratiquement dans toutes les agglomérations. Cette visite du Premier ministre dans quelques magasins de stockage de produits de première nécessité à quelques jours du démarrage du mois de Ramadan s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la transition, chef de l'État. Issu de la visite de ces 2 entrepôts avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, sur instruction de son Excellence le général d'armée
Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je suis très émerveillé pour deux raisons. D'abord, les prix observés et pratiqués aujourd'hui sont des prix en deçà des prix officiels. Et la seconde raison de ma joie, c'est des prix qui sont également en deçà des prix observés l'année dernière à peu près au même moment. Et comme vous le savez, nous allons débuter très bientôt le mois de Ramadan, qui coïncide encore par le fait de Dieu avec le carême chrétien. Ces deux périodes constituent des périodes de grande consommation pour notre population. Et il est également important de souligner et de rappeler que la satisfaction des besoins élémentaires de notre population constitue une préoccupation constante du chef de l'État. Et suite à cela, il nous a instruit d'y veiller particulièrement. Et à l'issue de la visite de ce matin, je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier chaleureusement l'ensemble des opérateurs économiques du Mali pour leur résilience. Dans les deux magasins visités, le sac de riz est cédé à 16 000 francs CFA et celui de sucre à 23 500. Occasion pour le chef du gouvernement de remercier le ministre de l'Industrie et du Commerce et ses équipes techniques, les forces armées et de sécurité qui assurent la sécurité des convois et les chauffeurs pour leur résilience. Vous savez, le contexte est particulier. Et depuis quelques mois, des groupes terroristes, groupes armés terroristes désespérés ont décidé de perturber l'économie de notre pays. Mais comme vous le savez, ils ne parviendront jamais. Et ce changement de posture de la part de nos ennemis est un indicateur substantiel de la montée en puissance de nos vaillantes forces de défense et de sécurité que je félicite également. Et ceci dit, il est également important de souligner et de rappeler les efforts des pouvoirs publics qui ont permis d'atteindre ce résultat, c'est-à-dire l'approvisionnement régulier de notre marché en denrées de produits de première nécessité, des produits en quantité suffisante et de très bonne qualité. Et parmi ces mesures, il y a bien entendu l'exonération des droits et tarifs douaniers et la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation. Je voudrais également souligner l'engagement des équipes du ministre de l'Industrie et du Commerce pour s'assurer de la bonne disponibilité et de l'approvisionnement régulier des produits dans nos marchés. À ces efforts, il est également important de rappeler l'engagement et l'abnégation de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent au renforcement de la sécurisation de nos corridors par lesquels, bien entendu, transitent les produits qui permettent en tout cas d'approvisionner notre marché. Et encore une fois, comme je dis, je salue la résilience des opérateurs économiques, je salue la résilience des chauffeurs, des transporteurs et de leurs équipes, mais il est également important de saluer la patience, la grande résilience de notre population qui a bien compris le jeu perfide et le jeu dangereux de nos ennemis, les groupes armés terroristes. Selon les chiffres de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, les stocks disponibles auprès des principaux grossistes sont estimés à 96 641 tonnes de riz, 50 152 tonnes de sucre, 7 984 tonnes de farine de blé, 4 877 tonnes d'huile et enfin 3 773 tonnes de lait en poudre. Les stocks dans les réseaux de distribution ne sont pas inclus. Et à Tombouctou également, les autorités régionales rassurent que toutes les dispositions sont prises. Les denrées de première nécessité sont disponibles et couvrent le besoin de consommation. Les prix également stables selon la délégation conduite par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Tombouctou. Le reportage de Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. Cette visite de supervision des marchés, conduite par le conseiller aux affaires économiques et financières, composé des différents acteurs, a pour objectif de s'assurer de la disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché à quelques jours du Ramadan. Des magasins du petit marché, en passant par ceux des grandes artères, les commerçants ont montré leur stock et rassuré les visiteurs que les prix ne connaîtront aucune hausse avant et après le Ramadan. Les commerçants ils sont prêts pour vraiment soutenir
au prix moins cher, Inch'Allah, pour le début de Ramadan. Tout ce qui est comme lait, les sucres, les dattes, les nécessaires, l'huile qui vraiment viennent de leur côté. Le sac de riz local de 50 kg est vendu à 18 000 francs, soit 350 francs le kilo, tandis que le riz parfumé à 20 000 francs. Le sac de sucre de 50 kg est cédé entre 21 et 22 000 francs. Le prix du carton de lait tourne entre 35 et 36 000 francs, soit 1 500 francs l'unité. La visite s'achève au magasin de l'Office des produits agricoles du Mali, où les magasins sont bien approvisionnés en céréales. Ces dispositions témoignent l'engagement des autorités administratives et politiques à soulager les populations. Les prix que nous avons vus aujourd'hui, c'est des prix très abordables. Les commerçants, les importateurs, tout le monde, les transporteurs doivent comprendre que l'État aujourd'hui est en train de mettre le moyen pour sécuriser l'ensemble des tronçons. Ça ne peut pas se justifier qu'aujourd'hui, qu'on rencontre dans le marché des prix exorbitants. Depuis que les instructions ont été données par les plus hautes autorités, le ministre du Commerce il est à la manœuvre, de jour comme de nuit, il est sur les chantiers. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous voyons au niveau de la région de Tombouctou, le contrôleur principal Bakoum Kanté, il est à la manœuvre aussi. Le chef de la délégation se réjouit de son constat et invite les commerçants à maintenir les prix jusqu'à la fin du Ramadan. Le marché est bien fourni en quantité et en qualité. Nous avons aussi constaté que les prix est vraiment abordable. C'est encore en dessous des prix des denrées à la même période de l'année dernière. Donc vraiment nous nous réjouissons alors des efforts fournis par l'ensemble des acteurs. Nous leur demandons de suivre la vision des plus hautes autorités. Les autorités régionales assurent qu'un suivi régulier sera maintenu durant tous les mois de Ramadan afin de prévenir toute spéculation et garantir l'accessibilité des produits de première nécessité. Et dans le même registre, le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a remis ce lundi 2000 kits alimentaires aux confessions religieuses. La communauté chrétienne a reçu 1000 kits et 1000 kits pour le Haut Conseil islamique. Un geste de solidarité salué par les religieux qui ont fait des bénédictions pour la stabilité du Mali. Le reportage de Youssouf Diakiti. Le président de la transition ne cesse de manifester sa solidarité à l'endroit du peuple malien. Ce lundi 16 février 2026, c'est la communauté religieuse qui est l'heureuse bénéficiaire. La première étape, nous sommes à l'église évangélique. Un appui très important et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette plus grande offre don de la présidence pour la GMPM aussi loin que je le sache. En matière de vivres, et non seulement les quantités sont importantes, mais aussi avec beaucoup de variété. Et c'est sûr que nous allons essayer de couvrir autant que c'est possible nos vulnérables. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'église catholique pour le même exercice. Au nom des évêques du Mali et de l'ensemble de l'église catholique, je voudrais exprimer notre profonde gratitude pour ce geste hautement humanitaire que vous posez, une fois encore, en faveur des personnes les plus démunies de notre société à travers l'opération Ramadan et la remise de 500 kits de vivres. La troisième étape de cette remise a concerné le Haut Conseil islamique du Mali. Je crois que c'est avec un grand plaisir que le Haut Conseil islamique aujourd'hui reçoit ce grand geste de la part du président de la transition qui apporte un soutien à la communauté musulmane à travers le Conseil islamique, surtout à l'occasion du mois de Ramadan. Ces œuvres sociales du président, on les suit, c'est vraiment des œuvres qui touchent la population et le Haut Conseil reçoit 1000 kits, mais en fait ce n'est pas seulement pour les membres du Haut Conseil islamique. Il y a les voisins, il y a certains démunis et il y a les membres, le démembrement du Haut Conseil islamique. Donc ça sera réparti, le Haut Conseil à son tour va répartir ces kits-là entre ses membres et les nécessiteux. Le geste du président de la transition est hautement apprécié par le département en charge des questions religieuses. Je suis là au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour saluer l'heureuse initiative du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Donc saluer la continuité et la
pérennisation de cette initiative. Selon le conseiller spécial du président de la transition, ce geste sera pérennisé au bonheur du peuple malien. C'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, en prélude du mois de Ramadan et du mois de Carême des chrétiens. On a pu remettre aujourd'hui en tout 2000 kits, 500 kits à l'église protestante, 500 kits à l'église catholique et 1000 kits au conseil islamique. Tout ça, c'est pour traduire la solidarité, le patriotisme du président de la transition. À l'approche du mois de Ramadan, il nous a instruit d'approcher les Maliens afin d'apporter son aide. Chaque fois qu'on passe, on appelle les gens à la solidarité. À la solidarité parce qu'on sait que ces 2000 kits ne suffisent pas, mais tout le monde ne peut pas l'avoir en même temps. Ceux qui ont eu la chance d'avoir ces kits-là, c'est d'être plus solidaires envers les autres qui n'en ont pas eu. Et appeler les gens à la solidarité, appeler les gens à imiter le président de la transition dans la solidarité afin que la solidarité soit plus malienne. Ces kits, précise-t-il, permettront à la communauté religieuse de jeûner dans les meilleures conditions. Et malheureusement, à la veille du mois béni de Ramadan, certains commerçants ont tout perdu. Un incendie a ravagé dans la nuit du dimanche au lundi une bonne partie du marché de Médine, communément appelé Sougouninkoura. Des magasins réduits en cendres, des marchandises parties en fumée. Des propriétaires voient ainsi leur espoir se consumer. Les ministres de la Sécurité et du Commerce se sont rendus ce matin sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts et apporter la solidarité du gouvernement. Le reportage de Mamadou Fani. Le marché de Médine à nouveau victime d'un incendie. Dans la nuit du dimanche au lundi, les flammes ont ravagé une bonne partie de ces marchés situés au flanc de la colline du Point G, faisant de nombreux dégâts matériels. Un phénomène devenu cyclique. 2 ministres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour faire le constat des dégâts. Nous avons déployé les gros moyens et nous avons divisé le lieu du sinistre en 7 grandes parties. Et dans chaque grande partie, on avait 2 agents pommes engagés. Et je pense que le résultat quand même est vraiment positif. Et nous avons pu éviter la propagation. Et beaucoup de matériel ont été sauvés, bien que le feu a pris sa part. Et il n'y a pas de perte en vie humaine, sauf quelques cas de malaise. Et à l'instant où je vous parle, le feu est vraiment complètement maîtrisé. Nous sommes en train d'éteindre les petits foyers et faire le déblai en même temps. Difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts matériels. Le moins qu'on puisse dire, beaucoup ont perdu leur économie, mettant ainsi les commerçants dans une situation précaire. Cet incendie arrive à la veille du mois de Ramadan. Donc c'est une triste nouvelle, un événement qui aura un impact sur le moral des acteurs. Et c'est pourquoi un marché brûlé, c'est la disparition des produits de première nécessité. Parce que le marché de Ménakoura est connu pour sa capacité à assurer l'approvisionnement correct de Bamako en produits de nécessité. C'est aussi des pertes de chiffre d'affaires. C'est des fonds de commerce qui sont maintenant volatilisés en fumée. C'est des chefs de famille qui sont maintenant aujourd'hui dans la détresse. Donc vraiment, nous sommes attristés en tant que responsables de la Chambre de commerce et d'industrie Mali en un mot du secteur privé malien. Ce que je voulais ajouter aussi, quand même, l'argent est très difficile à chercher. Donc il faut que nous aussi, nous changeons de comportement. La mobilisation des forces de sécurité en leur tête, la protection civile, a permis de venir à bout de ces sinistres dans les conditions difficiles. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de ces sinistres. Tout de suite, je ne pourrais pas vous dire exactement les causes du départ des feux, les causes de l'incendie, mais les enquêtes depuis hier soir sont ouvertes. Et les enquêtes vont nous déterminer exactement les causes de ces départs de feu. Mais quelles que soient les causes, je pense qu'on peut l'éviter. Je tiens ici vraiment à féliciter les forces de sécurité qui sont intervenues depuis hier soir et l'ensemble des acteurs du marché. Cet incendie vient rappeler une fois de plus que les citoyens doivent faire preuve de civisme et respecter les mesures prises par les autorités pour éviter de pareilles situations. Le Mali et la Thaïlande renforcent leur partenariat économique à la faveur de leur 2e forum économique ici à Bamako. Un rendez-vous stratégique des hommes d'affaires des 2 pays. Des rencontres B2B, des communications sont inscrites dans l'agenda de ce forum dont les travaux ont débuté hier. Le reportage de Youssouf Diakité.
Les forums économiques Mali-Thaïlande visent à renforcer la coopération bilatérale, stimuler les investissements et diversifier les partenariats économiques. Ils ciblent des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et les nouvelles technologies, exploitant l'expertise thaïlandaise en transformation industrielle et agro-industrie pour soutenir le développement du Mali. Les deux pays accordent en effet une importance particulière au renforcement de relations qui concernent le secteur stratégique de l'industrie, des machines agricoles, de l'alimentation des boissons, des automobiles et lubrifiants industriels, de la climatisation, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie et de la technologie, entre autres. Cette rencontre d'affaires se veut un espace d'échange et de mise en relation entre opérateurs économiques de nos deux pays. Non seulement le rôle c'est d'amener les exportateurs thaïlandais de faire venir leurs produits dans d'autres pays et de faire venir les exportateurs d'autres pays en Thaïlande. L'un des objectifs phares, faut-il le rappeler, est de dynamiser le commerce bilatéral et d'encourager les investissements directs étrangers dans le contexte malien. Lors du premier événement, ils ont fait la liste des exportateurs maliens, des opérateurs économiques maliens qui étaient présents. Et donc, ils ont amené la liste à Abuja. Donc, après tout, ça, ils ont eu quelque chose de 27 millions de dollars. Le gouvernement du Mali est représenté à cette deuxième édition du Forum économique Mali-Thaïlande par le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La tenue de ces rencontres B2B s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement de la République du Mali qui place le développement du secteur privé, la transformation industrielle, la promotion des échanges commerciaux au cœur de son action. Ces échanges qui s'articuleront autour de l'agriculture, l'agroalimentaire, la chaîne de valeur agricole, l'industrie, les équipements et le transfert de savoir seront non seulement bénéfiques pour nos deux pays, dont l'économie est aussi basée sur l'agriculture, mais aussi de booster davantage ces secteurs stratégiques et aussi importants pour nos deux peuples. Ce forum, précise-t-on, s'inscrit dans une stratégie globale de souveraineté économique du Mali. Fin des travaux de la 9e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au centre de cette session, la thématique éducation et culture, 2 socles, mais aussi 2 défis pour un développement économique, social et harmonieux. Ce thème d'actualité illustre la volonté et la vision des plus hautes autorités à faire de l'éducation et de la culture un pilier essentiel pour le processus de la refondation. Le point de la clôture des travaux avec Aridjou Matina et Mahamadou Sidibé. Autour du thème éducation et culture, 2 socles, mais aussi 2 défis pour un développement économique et social harmonieux, la 9e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a vécu. Pendant 2 semaines, il y a eu des débats, des analyses et contributions des experts, des membres du gouvernement, des conseillers de la République, entre autres. Nous avons plongé au cœur des lames du Mali, de son avenir et de sa renaissance. La renaissance de notre patrimoine culturel et immémorial, la refondation courageuse de notre école, l'embrassement audacieux des techniques, des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, l'adéquation vitale entre formation et emploi, la valorisation des compétences de notre jeunesse, les rôles moteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour hisser le Mali vers l'excellence. Dans la dynamique de la refondation, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel rend hommage au président de la transition pour son leadership et sa clairvoyance de décréter 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, après 2025 consacrée à l'année de la culture. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a tracé la voie avec une clairvoyance historique. Après l'année de la culture 2025, il a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. Au-delà et en plus de l'aide symbolique, c'est un appel solennel à la mobilisation nationale.
c'est la reconnaissance que l'éducation et la culture sont les fondations incontournables du Mali Koura. Un Mali où chaque citoyen, patriote, compétent, responsable et fier porte avec dignité et excellence les destins de la nation. En termes de résolution, les conseillers de la République, au terme des travaux, ont formulé plusieurs points. Sur le plan de la culture, promouvoir les industries culturelles et créatives comme vecteur de croissance économique et d'emploi pour les jeunes. Sur le plan de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi, améliorer la qualité de l'enseignement à travers la formation continue des enseignants et l'adaptation des programmes scolaires aux réalités nationales. Renforcer le rôle et les moyens des agences de promotion de l'emploi des jeunes en milieu urbain et rural. Sur le plan du développement économique et social, invitons le gouvernement à mettre en synergie culture et éducation pour en faire des leviers de développement durable, inclusif et accroître les ressources budgétaires allouées aux départements concernés. Sur le plan institutionnel, invitons le gouvernement à poursuivre les efforts de coordination et de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de cette 9e session. Également, de fortes recommandations sur la thématique ont été faites par le Conseil économique, social, environnemental et culturel pour un développement harmonieux. Au titre de la culture, allouer au moins 5% du budget national au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Diligenter la mise en place d'une commission nationale pour le retour des biens culturels. Réhabiliter les sites, monuments historiques et lieux de mémoire sur toute l'étendue du territoire national. Au titre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, procéder à la réouverture des écoles non fonctionnelles en prenant les mesures sécuritaires nécessaires. Accélérer l'intégration dans la fonction publique des enseignants des écoles communautaires. Augmenter le budget alloué au secteur de l'éducation. Diligenter la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation au titre de la jeunesse, de l'éducation citoyenne, de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Créer un fonds dédié à l'entrepreneuriat des jeunes, structurer et professionnaliser le secteur du sport à travers le renforcement du cadre juridique, institutionnel des ressources humaines et la gouvernance du secteur. Cette cérémonie de clôture des travaux a été marquée par plusieurs autres motions spéciales, à commencer par la motion spéciale adressée à l'endroit du président de la transition, motion d'encouragement et de soutien au gouvernement. L'organe consultatif a aussi adressé des motions spéciales au président de l'institution, aux membres du bureau, aux conseillers de la République et associés, ainsi qu'aux experts. C'est bon ? Cérémonie de passation cet après-midi entre les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation sortant et entrant. Le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly a félicité le général de division Abdoulaye Maïga pour les résultats enregistrés avant de solliciter son soutien pour la bonne exécution de sa mission. Le reportage de Mamari Kone et de Aliou Touré. Après 5 ans au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga cède le fauteuil au général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. Après la signature du procès verbal de passation, les deux personnalités se sont retrouvées dans la salle de réunion en présence des membres du cabinet. Le ministre sortant a salué les résultats obtenus avant d'inviter les membres du cabinet à accompagner le nouveau ministre. Résultats engrangés ici, je le dis vraiment avec la plus grande franchise, et moins une œuvre personnelle que le fruit d'un travail et d'un engagement collectif. Donc je voudrais vraiment vous remercier tous, autant que vous êtes de l'agent de sécurité qui est à la porte, au secrétaire général de ce département, tous, sans exception. Et ceci dit, je voudrais également vous demander très humblement, avec la plus grande modestie, d'apporter le même soutien et le même appui au général Issa Ousmane Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et je suis presque sûr, en tout cas c'est mon vœu, qu'il fasse rayonner plus haut, plus loin
les drapeaux de ce département ministériel. Donc œuvrons, faisons en sorte que ce pays soit le plus beau, soit le plus paisible possible. Encore une fois, merci infiniment. Après avoir passé 4 années dans la diplomatie, le général des brigades de Issa, Ousmane Koulibaly, dirige son premier département ministériel. Après avoir reconnu le travail abattu dans ces départements stratégiques par son prédécesseur, il dit inscrire ses actions dans la continuité. Je suis vraiment conscient de la responsabilité qui pèse désormais sur mes épaules, mais sur nos épaules. Et comme il l'a dit avant moi, c'est un travail d'équipe. Si on gagne ensemble. Si on perd, on ne le souhaite pas, on perd ensemble. Il faut toujours privilégier le travail d'équipe. Donc après cela, je m'en vais remercier les plus hautes autorités, notamment le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour m'avoir fait confiance en me confiant ce département. Et moi aussi, je vais compter sur vous. Mais avant cela, j'aimerais reconnaître le travail abattu jusqu'ici par mon prédécesseur, désormais, et ses prédécesseurs. C'est ainsi va l'administration. Le nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation devrait s'atteler à parachever les chantiers entamés et à initier d'autres au bonheur du Mali. Et ce communiqué du ministère de la Santé et du Développement social. Depuis la nuit du 15 au 16 février 2026, une suspension de poussière est constatée sur une bonne partie du territoire, entraînant une réduction de la visibilité et une dégradation de la qualité de l'air. Ce phénomène pouvant s'étendre sur plusieurs jours s'accompagne de risques sanitaires accrus tels que augmentation des maladies respiratoires, irritation des yeux, accidents de la voie publique. Face à cette situation, la ministre de la Santé et du Développement social invite les populations à observer les mesures ci-après. Porter les masques, les lunettes, les foulards, fermer les portes et fenêtres pour éviter l'infiltration de la poussière, boire suffisamment d'eau et faire boire aux enfants et aux personnes âgées. Voilà une situation qui provoque des gènes respiratoires et beaucoup d'autres maladies. Pour en savoir davantage, l'une de nos équipes de reportage dirigée par Soumaou Aïdara est allée à la rencontre des services de la météorologie et de la santé. Suivons ce reportage. Difficile de voir à quelques mètres seulement. Ce lundi à Bamako, la journée a démarré sous un ciel lourd de poussière, rendant l'air irrespirable. Piétons et motocyclistes se protègent le visage pour braver les légers brouillards dans les rues. En quittant la maison, j'ai mis mon cache-nez et un peu de beurre de karité dans mes narines. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il y a trop de poussière. Vraiment, vous me voyez, même je me suis caché comme ça là. Bon, vraiment, ça c'est le changement du temps. Avec les poussières, vraiment, ça nous dérange beaucoup même. Ça c'est obligé, on doit travailler avec ça, dans ça. Oui, on peut travailler, il n'y a pas de problème. Je me suis protégée ainsi que mes enfants. Même maintenant, j'ai amené ma fille à l'hôpital car elle est malade. Mais je l'ai d'abord bien couverte contre la poussière. D'où vient cette tempête de sable si intense? À Mali Météo, les prévisionnistes l'expliquent. On est sous l'effet des grands centres d'action, par exemple l'anticyclone des Açores, qui s'est renforcé entre-temps, et cela a pour conséquence de renforcer les vents en surface. Et le renforcement de ces vents en surface a pour conséquence par la suite de soulever de la poussière. Et ce soulèvement de la poussière réduit la visibilité au niveau du sol. L'anticyclone des Açores, c'est un champ de forte pression. Et par la suite, au niveau de nos latitudes, c'est-à-dire au niveau du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, cela s'est renforcé. Et en se renforçant, ça a permis de renforcer les vents en surface. Et le renforcement des vents en surface a entraîné la poussière
Vu que le changement climatique s'étend sur une très longue période, or là c'est un phénomène, disons, localisé, donc on ne peut pas faire les liens directs. Les conséquences sur la santé ne font pas attendre. Le médecin rencontré alerte et indique que cette poussière favorise des maladies respiratoires et bien d'autres maux. Les vents qui soufflent contenant de la poussière et puis il y a la fraîcheur aussi. Et les asthmatiques, ça peut provoquer beaucoup de crises d'asthme à cause des particules allergisantes qui se trouvent dans l'air. Et il y a, à côté de ces asthmatiques aussi, on a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes pulmonaires qui n'ont même pas l'asthme. Mais en sortant de pareilles circonstances, les risques, c'est la survenue de crises et autres complications. Face à ces phénomènes atmosphériques, les spécialistes de la météo et de la santé appellent à la vigilance avec une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables. D'après nos prévisions avec nos collègues, la tendance s'étendra sur 72 heures et à partir du jeudi, la situation sera presque à la normale. Ce que nous conseillons plus à la population, c'est de se munir des contre-poussières, des cachenets pour se protéger contre la poussière, de réduire les activités physiques sportives sous cette poussière et aussi, c'est-à-dire d'essayer de moins dormir à l'extérieur des bâtiments, c'est-à-dire être dans un espace assez clos. En de pareilles circonstances, les personnes âgées, les enfants doivent être protégés avant de sortir. Où, comme je l'ai dit, de façon générale, la population, en des jours pareils, avant de sortir, il faut que les gens se protègent avec les masques. Et comme je l'ai dit, ce risque est très élevé pour ceux qui roulent en moto. Et il y a à côté de ça aussi, il faut porter des vêtements qui maintiennent le corps chaud. En attendant que le ciel se dégage, les services météorologiques et sanitaires invitent les populations à s'adapter aux réalités climatiques du moment. Vigilance et prudence, les meilleurs alliés des Bamakois face à cette poussière qui s'abat sur la capitale. Prenez donc toutes vos précautions. Lancement à Koulikoro d'un ambitieux projet d'1,2 milliard de francs CFA financé par Agra Mali. Il ambitionne la formation de 115 000 jeunes dans le domaine de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes pendant 3 ans. Il concerne les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Le point avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga. Le meilleur investissement est celui consacré à l'épanouissement de la jeunesse. C'est tout le sens du projet Investir dans la jeunesse pour un système agroalimentaire résilient. Solution durable dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes. Il sera mis en œuvre par le consortium UNCPM, Ecotech Mali, Beta Gamma R&D. Quelques résultats saillants attendus illustrent cette ambition. 42 000 PME dirigées par des jeunes et des femmes appuyées pour améliorer leur accès au marché. 6 000 jeunes formés aux pratiques horticoles durables et aux services agricoles alimentés par énergie solaire. 35 000 jeunes ayant accès à des opportunités de services agricoles. 500 jeunes diplômés des écoles agro-pastorales exploitant des fermes intégrées horticoles et avicoles. 39 000 emplois verts créés. Ce sont donc 115 000 jeunes qui sont bénéficiaires des actions du projet. Il couvre les régions de Koulikoro, Sigasso et Ségou pour une durée de 3 ans sur un financement d'Agra à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Nous sommes dans l'optique que les systèmes alimentaires africains peuvent se développer avec les efforts africains et je pense que nous sommes beaucoup alignés avec les objectifs stratégiques de développement du Mali, le gouvernement du Mali, parce que nous mettons tous l'agriculture au cœur de la résilience et de la sécurité alimentaire. Et nous réaffirmons l'appui constant du partenaire Agra que nous sommes. Le projet Investir dans la jeunesse pour un système agroalimentaire résilient, solutions durables dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes est porteur d'espoir. Il s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de promotion d'emploi au Mali. À travers ce projet, le gouvernement du Mali réaffirme sa volonté de placer l'emploi des jeunes, l'agriculture moderne, l'entrepreneuriat jeune au cœur de ses priorités. Il s'agit non seulement de créer des emplois, mais aussi de bâtir une agriculture compétitive, résiliente et créatrice de valeur ajoutée pour notre jeunesse.
La mise en œuvre du projet permettra aux jeunes et aux femmes de s'épanouir dans les domaines de l'horticulture, de l'élevage et des technologies vertes pour faire face aux aléas du changement climatique. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Niger où se trouvait le gouverneur de la BCEAO ce week-end. Jean-Claude Kassibrou a co-inauguré avec le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen l'agence auxiliaire de la BCEAO à Taoua. Le gouverneur de la BCEAO salue les performances économiques de son institution. Les deux personnalités se sont rencontrées pour discuter de la situation économique financière au niveau de la région. La croissance est soutenue et l'inflation maîtrisée. Le compte-rendu de cette audience avec Gérard Abdoulaziz. Après avoir co-inauguré l'agence auxiliaire de la BCEAO hier à Taoua dans la journée, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et le gouverneur de cette institution financière Jean-Claude Kassibrou se sont retrouvés à Niamey dans la soirée. Au niveau de la région, nos indicateurs, le disait au Premier ministre, sont verts. La croissance est soutenue. L'inflation maintenant est vraiment sous contrôle. Elle est vraiment rentrée dans notre cible, à moins de 2%. La croissance, plus de 6%. Et notre position extérieure également s'est renforcée. Donc c'est une bonne orientation. Et également, nous avons bien sûr échangé avec le Premier ministre sur la situation financière, économique et financière du pays, puisque nous sommes partenaires. Nous travaillons en étroite collaboration à travers le ministère de l'économie et des finances, la direction nationale de la BCEAO ici à Niamey. Donc nous avons échangé sur la situation économique et financière du pays et c'est une dynamique qui est positive. Nous sommes très encouragés par les évolutions que nous avons vues et nous insérons dans cette dynamique de soutien pour accompagner les réformes qui sont faites pour justement améliorer la situation économique, financière du pays. Il faut noter que l'audience s'est déroulée au cabinet du Premier ministre en présence du ministre de l'économie et des finances, Maman Laouli Abdourafa. Au Burkina, la douane de Dakola a fait un travail remarquable. Des produits frauduleux saisis, de camions transportant en tout 80 000 litres d'alcool éthylique périmés ont été immobilisés. Ils ont été présentés vendredi dernier sur place à Dakola. C'est la santé de nombreux consommateurs qui a été préservée, nous dit Bienvenue Taosa. Deux cargaisons qui rappellent la nécessité d'une vigilance absolue. Ici, 80 000 litres d'alcool éthylique périmé qui auraient pu détériorer la santé de nombreux consommateurs. Fort heureusement, ils ont été stoppés in extremis par les services de douane de Dakola, frontaliers avec le Ghana. Encore une fois, la douane réalise un gros coup de filet. C'est un sentiment de satisfaction parce que je sais que je peux compter sur des hommes valeureux, des gens qui sont vigilants et qui regardent jusqu'au fond des choses. Puis c'est un sentiment aussi de peur. Parce que quand je vois cette quantité, si ça arrive à l'intérieur, quelle qu'en soit l'utilisation, ça pouvait être nocif non seulement pour ceux qui le manipulaient, mais aussi pour ceux qui allaient le consommer. Nous sommes venus pour dire félicitations à la douane pour ce travail abattu. Félicitations pour le travail qui consiste à protéger le consommateur burkinabé et les rassurer qu'ils ont nos bénédictions. La valeur marchande, plus de 35 millions de francs CFA. Ce qui m'a été donné de voir au niveau du bureau des douanes de Dakola me satisfait déjà. Ils ont fait preuve de vigilance parce qu'ils ont intercepté deux cargaisons qui malheureusement transportaient des marchandises dont les dates de péremption sont échues, principalement de l'alcool éthylique qui était destiné à une unité industrielle à l'intérieur de notre territoire. Si les services de douane sont appelés à renforcer le niveau d'alerte, le consommateur est ici invité à apporter son concours par la dénonciation, car il va de sa santé et de celle
de son entourage. Et la préservation de la santé humaine est un combat des autorités au sein de l'espace AES. Ici au Mali, l'Office central des stupéfiants a procédé ce matin à l'incinération de plus de 43 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés. L'opération a eu lieu à Diogar dans le cercle de Kati. Le reportage de Moussa Kamara et de Sidiki Balou. Des flammes et des fumées épaisses dans le ciel de Diogar. Sur place, l'Office central des stupéfiants a incinéré 43 tonnes 900 kg de drogue saisie ces derniers mois à travers le pays. Selon les responsables de l'OCS, cette saisie de substances est le fruit d'un long travail d'enquête, de filature, de contrôle routier et d'opérations ciblées menées sur l'ensemble du territoire. Ces 43 tonnes que nous allons mettre hors du marché, c'est à peu près un succès pour nous, un succès pour toutes les forces de sécurité, parce que c'est 43 tonnes de moins de produits dangereux sur le marché. Cela permet de rassurer, de protéger notre jeunesse et notre population en général. L'opération s'est déroulée en présence du parquet spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et la criminalité organisée, ainsi que des représentants des douanes et de la société civile. Tous ont salué le professionnalisme et la coordination des équipes mobilisées. Les médicaments que nous venons de détruire tout de suite étaient destinés à approvisionner le marché national, c'est-à-dire à être consommés par les citoyens maliens. Pourtant, ces produits sont très dangereux et toxiques pour la santé humaine. À la population, c'est de nous aider, de nous apporter leur soutien à travers le renseignement, les informations. Il faut savoir que nous avons un numéro vert qui est actif 24/24. À Diogar, les flammes n'ont pas seulement consumé des tonnes de drogue, elles ont symbolisé la détermination des autorités à démanteler les circuits illicites. Un avertissement clair aux trafiquants. Au Mali, la lutte contre les stupéfiants s'intensifie et la réponse se veut désormais implacable. Et les forces armées maliennes ont mené hier dimanche avec succès une opération de grande envergure dans la région de Ségou. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Ce dimanche 15 février 2026, les forces armées maliennes ont mené une opération de ratissage d'envergure dans le secteur de Nampala, région de Ségou. La dite opération s'est déroulée dans des zones d'intérêt incluant les villages de Toulé et d'Akoub. Bilan, plusieurs terroristes neutralisés et une importante quantité d'équipements, notamment des armes, des munitions ainsi que du matériel de communication saisi. L'état-major général des armées rassure les populations quant à l'engagement total et indéfectible des FAMA à traquer les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement sur l'ensemble du territoire national. La lutte contre le terrorisme se poursuit avec détermination. Et nous ouvrons une large page, j'allais dire, sur les conseils d'administration. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe de l'Office de la Haute-Vallée du Niger. La structure tenait ce week-end la 34e session de son conseil d'administration. Les administrateurs ont échangé sur les forces et les faiblesses du rapport annuel de performance 2025 et discuté du projet annuel de performance. Le reportage de Mamadou Fani. La campagne agricole de la saison écoulée a été difficile dans la zone office de la Haute-Vallée du Niger OHVN.
Malgré ces difficultés, quelques résultats ont été obtenus. La 34e session du conseil d'administration de l'EHVN est donc l'occasion de faire le point des réalisations en matière d'objectifs de production. Le premier élément de la production de l'agriculture, c'est la pluviométrie. Les pluies se sont installées tardivement et au cours de la campagne, avant que certaines variétés ne bouclent leur cycle, les pluies se sont arrêtées. Les mouvements étaient beaucoup limités. Le fait que les agents devraient se déplacer pour aller conseiller les producteurs, pour aller voir les champs et donner des intrants, c'est ce qui a fait que ça aussi ça a pris du retard. Donc les doses et les périodes d'apport de ces fertilisants n'ont pas pu être respectées. On commence à avoir les solutions de certains nombres de problèmes. On va mettre l'accent sur la formation et la mobilité des agents sur le terrain pour que les agents soient formés pour être à niveau afin de pouvoir conseiller les producteurs. Déjà, on a commencé à mettre les intrants en place. Au titre de la campagne 2026, l'OHVN affiche de grandes ambitions. L'ambition affichée par l'OHVN au titre de la dite campagne est de réaliser des objectifs de production qui se présentent comme suit. 388 306 tonnes, toutes céréales confondues, 58 864 tonnes de légumineuses, 27 800 tonnes de coton-graines, 6 314 tonnes de graines de sésame et enfin 233 649 tonnes de légumes. Pour la mise en œuvre des activités programmées, il est prévu un budget équilibré en recettes et en dépenses de 5 753 630 849 francs CFA. Cette 34e session du conseil d'administration de l'EHVN donnera quitus à l'office de poursuivre les aménagements hydro-agricoles, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures hydro-agricoles, la promotion et l'adoption de la technologie climato-intelligente. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé la première session inaugurale de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, une occasion pour les administrateurs de définir les orientations de l'Institut en matière de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Le reportage de Aliou Abdoulaye Touri. Au Mali, la médecine traditionnelle demeure l'un des premiers recours thérapeutiques pour une grande partie de la population, notamment en milieu rural. Toutefois, malgré son importance, ce secteur a longtemps évolué avec un encadrement scientifique limité, posant des défis en matière de qualité, de sécurité et de reconnaissance institutionnelle. Face à ces enjeux, l'État a entrepris de structurer davantage la recherche dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle et les exigences scientifiques modernes. Cette session inaugurale marque donc le lancement des activités de l'Institut. La pharmacopée nous unit des savoirs traditionnels, d'identifier les plantes, des plantes, faire la formation, la recherche, mettre au point des médicaments, produire les médicaments, dispenser les médicaments jusqu'à son utilisateur. Et en témoigne, Monsieur le ministre, merci de nous avoir autorisé de faire un projet hautement stratégique. Ce projet qui a été financé au niveau africain sur la production industrielle du sirop Balembo, qui met ensemble les résultats de la recherche issue de l'Institut depuis plus de 50 ans. Le sirop sera produit au niveau de l'UMPP, distribué dans le secteur pharmaceutique national par la pharmacie populaire. Le CEMAPI, à travers le ministère de l'Industrie, est le partenaire stratégique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue la concrétisation d'un projet longtemps attendu. Dans la sous-région ouest africaine, le Mali fait partie des pays qui sont les pionniers de la promotion de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée traditionnelle. De ce fait, cette institution représente pour nous une institution stratégique et de souveraineté. Nous ne cesserons de le dire, elle ne peut grandir que grâce à l'apport des uns et des autres.
Cette première session ouvre ainsi une nouvelle ère pour l'Institut avec l'espoir de contribuer à l'amélioration, à la valorisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Le budget 2026 de l'Institut des sciences humaines est d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Cette 19e session a permis aux administrateurs d'élaborer un plan de développement et le projet de plan de communication de la structure. Le reportage de Djemba Moussa Konaté. Le budget 2026 de l'Institut des sciences humaines ISH se chiffre en recettes et en dépenses à près d'1 milliard 80 millions de francs CFA contre 1 milliard 835 millions de francs CFA en 2025, soit une diminution de 1,94%. Cette 19e session du conseil d'administration de l'ISH se tient à un moment où l'Institut a entamé un vaste programme de réformes structurelles afin de booster davantage ses performances en matière de gouvernance et de production scientifique. Le budget a diminué cette année par rapport à l'année dernière. Cela est dû notamment au fait qu'un certain nombre de lignes n'ont pas été suffisamment dotées. Mais par contre, le budget de la recherche, qui est notre cœur de métier, a connu une légère amélioration. Les administrateurs estiment que ces résultats visent à assurer une relève scientifique dans le domaine des sciences humaines au Mali. L'année 2025 a été marquée par l'amélioration de la qualité du personnel, par des promotions scientifiques de certains chercheurs de l'Institut. Je suis heureux de vous annoncer que 4 chercheurs ont soutenu leur mémoire, dont 2 en doctorat et 2 en master en 2025. 8 autres sont inscrits dans les universités maliennes et étrangères. Il me plaît également de rappeler que 3 chercheurs de l'institution ont été inscrits à des grades supérieurs à l'issue de la 17e session ordinaire de la SENELA en 2025. Toutes ces promotions scientifiques contribueront à moyen terme au renforcement de la performance de l'institution. Cette année, l'ISH entend publier 2 numéros de sa revue intitulée « La revue études maliennes ». 2026 se présente en outre comme une année de développement de la recherche et de valorisation des résultats de la recherche pour l'Institut. L'hôpital de dermatologie de Bamako a tenu la 7e session ordinaire de son conseil d'administration. En 2025, l'hôpital a exécuté son budget programmé à hauteur de 95%. Parmi les résultats, l'acquisition de panneaux solaires offerts par le président de la transition et plus de 1200 dépistages de VIH ont été effectués. Koumba Sissé pour les détails. Plus de 55 000 consultations externes effectuées, 724 personnes atteintes d'albinisme suivies, 73 nouveaux cas de lèpre détectés. Voilà entre autres réalisations de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Des réalisations dévoilées au cours de la 7e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. 1290 conseils de dépistage VIH ont été effectués. L'acquisition de kits solaires qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition chef d'État. Sur les activités planifiées dans le PO 2025, il a été observé un taux d'exécution de 82%. En 2025, sur une prévision budgétaire de 2 milliards 864 millions 139 996 francs CFA. Malgré les contraintes budgétaires, l'hôpital de dermatologie de Bamako a pu mobiliser la somme de 2 milliards 197 millions 131 576 francs CFA et a exécuté 2 milliards 90 millions 371 173 francs CFA, soit un taux d'exécution de 95,14%. Notre plan opérationnel de l'année 2026 s'est construit autour d'objectifs prioritaires tels que la poursuite de la mise en œuvre du projet d'établissement 2023-2027, la mise en place d'un manuel de procédures administratives et financières, la poursuite de la mobilisation des fonds pour renforcer davantage nos plateaux techniques et les infrastructures, la promotion de la recherche dans le domaine de la dermatologie.
Pour réaliser ces activités, le budget prévisionnel en recettes et en dépenses de l'hôpital est estimé à plus de 2,940 milliards de francs CFA et ce budget connaît une légère augmentation de 2,66%. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler de cette maladie héréditaire appelée maladie de Thévenard. Elle a presque les mêmes signes cliniques que la lèpre, mais différente de celle-ci. Parmi ces signes, la sécheresse de la peau, l'apparition de plaies au niveau des pieds et des mains et l'insensibilité à la douleur. Aucun traitement curatif n'existe. La prise en charge est préventive et très coûteuse. Koumba Sissé et Alkaou Traoré nous en parlent. Impuissante face à la maladie, la petite Fatoumata voit ses rêves brisés. À 8 ans, elle ne fréquente pas encore l'école car elle souffre d'une pathologie congénitale rare appelée maladie de Thévenard, un mal qui l'affecte depuis qu'elle tétait. Sur l'index, j'ai remarqué un petit bouton qui vraiment, je vois que ça est en train de prendre du pu. Donc par là, j'ai une sœur de l'amener à Bamako. Les premiers diagnostics que nous avons remarqué quand même, on avait dit qu'elle avait l'insensibilité à la douleur. Aujourd'hui, elle a l'âge de scolarité. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas pu l'inscrire. Pourquoi? Par rapport à ce déficit. La maladie de Thévenard ou acropathie ulcérative dégénérative, les neurologues l'appellent une neuropathie primitive héréditaire, qui est due à un déficit des nerfs périphériques. Et les nerfs périphériques, c'est essentiellement au niveau des mains et des pieds. Ces gens qui ont ces maladies héréditaires, soit il y a un gène malade chez la maman ou le papa, donc il s'agit d'une dégénérescence qui va progressivement. Souvent, c'est depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, et souvent ça peut arriver vers les 10 ans, bien vers les 15 ans, et ça dépend de la forme. Sécheresse de la peau, apparition des plaies au niveau des pieds et des mains, et insensibilité à la douleur sont les principaux symptômes de cette pathologie dont la forme grave commence très tôt. C'est une maladie, le diagnostic souvent difficile, même les spécialistes souvent passent à côté. À plus forte raison, les généralistes. L'interrogatoire déjà, la personne va nous dire effectivement, ça commençait par de petites ulcérations, je ne sentais pas, je marchais, souvent je peux marcher, je pensais que j'avais les chaussures, je peux me blesser, je ne le savais pas. Cette progression déjà, sans notion de diabète, ou aussi sans notion aussi de lèpre, parce que le plus souvent les gens le prennent pour une lèpre. Mais là, on sait la différence, c'est que dans la lèpre, il y a une tache hypochromique, une tache insensible, il y a aussi l'hypertrophie des nerfs. Sur le plan biologique, malheureusement au Mali, nous n'avons pas. Donc il faut faire le karyotypage. Et le karyotypage, c'est pour chercher les gènes qui sont responsables, qui sont malades. Présentement, nous avons une équipe de la neurologie qui fait ce karyotypage. Nous avons déjà 2 cas qui ont été déjà confirmés. Mais ça prend du temps souvent, ça peut faire 1 année, ça peut faire 2 ans souvent, avant que nous reçoivions les résultats. La prise en charge de la maladie de Thévenard est un parcours de soins à la fois long et coûteux. Au début, ça commence par des petites ulcérations, après ça progresse, ça vient des ulcérations qui sont chroniques, et après avoir atteint la peau, les muscles, après les muscles aussi, c'est les os. Et les os, plus ils sont infectés aussi, donc il y aurait des mutilations. Mutilation au niveau des doigts, mutilation au niveau des orteils. Et ces mutilations aussi, si c'est progressif avec la surinfection, ça peut aller jusqu'à la cheville. C'est une maladie qu'il faut dire que la mobilité n'est pas du tout effondrée, mais c'est surtout la sensibilité. C'est des gens qui peuvent se blesser, choses comme ça, mais ils marchent pensant qu'ils ne sentent pas. Quand vous avez cette maladie et que c'est progressif, donc chaque fois qu'il y a une ouverture, une ulcération, il faut la traiter pour qu'elle stoppe. Parce que si vous ne la traitez pas, c'est parce que le malade lui-même qui crée encore cette complication. Parce que chaque fois qu'il y a une ouverture, le malade ne sentira pas. Grâce à Dieu, grâce au soutien des gens, c'est que le peu que je gagne, j'arrive à subvenir aux besoins nécessaires. Malheureusement, pour cette fois-ci, depuis que je commence à venir, c'est ces derniers temps que j'ai rencontré des difficultés par rapport au financement, il faut dire.
Les personnes atteintes de la maladie de Thévenard se trouvent généralement dans une situation handicapante, comme le cas de la petite Fatoumata, qui a aujourd'hui du mal à se déplacer. Ses doigts déjà amputés, elle souffre d'une plaie chronique au niveau de son pied, dont le traitement est toujours en cours. Meilleure santé à la petite Fatoumata. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.